Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents. C'est un vrai grand plaisir d'enfin pouvoir revoir des vrais gens dans des vraies réunions, dans une vraie conférence. Donc c'est une vraie belle satisfaction qu'on puisse aujourd'hui organiser cet événement. On va parler aujourd'hui donc de l'éolien terrestre, en Occitanie notamment, qui est ce qui nous intéresse au premier chef, en s'appuyant sur ce qui s'est passé dans l'Aude depuis quelques années. À titre personnel, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que quand j'ai commencé à sévir dans l'éolien, il y a 20 ans, c'était pour faire un parc éolien juste à côté ici, à Luc-sur-Orbieu. Donc c'est une région et une zone que je connais bien. L'éolien, c'est un formidable moyen de produire une énergie propre qui va nous permettre, mais qui est aussi une source d'emploi et de richesse locale évidemment. Donc nos intervenants vont vous présenter tout ça. Avant ça, je vais redire un petit mot peut-être sur Cemater. S'il y a encore quelques personnes qui ne nous connaissent pas, ça va vous permettre de découvrir ce qu'on fait. Et puis surtout, si vous êtes intéressé par participer à la transition énergétique sur le territoire occitan, n'hésitez pas à nous rejoindre et à venir adhérer. Hop là. Alors, Cemater, notre rôle, c'est vraiment de permettre à nos adhérents de développer leurs activités autour des métiers de la transition énergétique, que ce soit sur de la production d'énergie renouvelable et sur des économies d'énergie, l'efficience énergétique. On a créé un groupe de travail spécifique sur les économies d'énergie qui nous semble essentiel parce que produire une énergie verte, c'est bien, mais le meilleur des kilowattheures, c'est quand même celui qu'on ne consomme pas. Et donc, cet aspect économie d'énergie et efficience énergétique nous semblait important à rentrer dans les thématiques de Cemater. Donc, on a aujourd'hui quelques actions orientées essentiellement industrielles pour nous permettre d'adresser ce pan d'activité. Quand on s'engage chez Cemater, c'est dans le cadre d'une démarche éthique et durable. Chaque adhérent signe la charte éthique. L'enjeu étant que les politiques, les services de l'État sachent trouver chez Cemater des entreprises qui sont dans le respect des règles, on va dire, au sens très large. C'était aussi traduit par la charte biodiversité qu'on a signée pour nombre d'entre vous lors d'Energaia, le dernier en présentiel, 2019. Et qui avait été un vrai succès d'adhésion. Donc pour le coup, on a des non-adhérents de Cemater qui sont quand même venus signer cette charte biodiversité que j'ai là du coup. Voilà. On est aussi très actif sur l'éolien offshore flottant avec la marque Windoc, et donc on accompagne la région au même titre que le pôle mer, et on porte cette marque Windoc sous l'égide de ADOC, donc l'agence de développement de la région. Et ça, c'est important. L'objectif étant assez simple, c'est que les entreprises locales, finalement, puissent capter des marchés sur les futurs projets offshore en Méditerranée, notamment sur notre région. Donc ça nous paraît vraiment essentiel qu'on prenne ça en amont et qu'on puisse avoir une implication de la filière et des entreprises locales qui trouvent des débouchés sur ces thématiques de l'éolien offshore flottant. Notre objectif, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de développer le business de nos adhérents et de développer votre activité. On est partenaire d'un grand nombre d'actions et d'administrations. Au premier lieu, on a évidemment accompagné Repos et on accompagne toujours Repos. Je ne redétaille pas tout. On a un certain nombre de partenariats récurrents qui font que... alors si, ce qui est important quand même, avec ADOC, on bosse aussi sur le chantier de la structuration de la feuille de route de la filière photovoltaïque en Occitanie. Ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est un sujet important. Il y a notamment là-dedans la possibilité de mettre en œuvre une gigafactory de panneaux sur la région, de candidater candidater pour mettre en place une usine de recyclage de panneaux, voilà, des choses comme ça qui sont quand même potentiellement structurantes pour la filière photovoltaïque en Occitanie. Bon, des partenariats avec d'autres acteurs qui nous permettent de compléter notre spectre d'intervention, que ce soit Envirobat sur la partie bâtiment durable, que ce soit Derby, puisqu'on est évidemment très lié avec Derby, on est au siège, je siège au CA et au bureau de Derby, un certain nombre d'autres partenariats, notamment France Énergie et Éolienne.
Nos adhérents vont de la toute petite PME, TPE, le consultant paysagiste qui est tout seul, jusqu'à des très grosses entités que sont Total, EDF et autres. Et ça nous permet d'avoir une vision globale des enjeux des marchés des énergies renouvelables et pas uniquement un spectre fermé sur un type de marché ou un type de marché adressé par un type d'entreprise en tout cas. Je vous les passe rapidement, c'est pas le sujet. Alors attendez, j'avais préparé des trucs quand même. Deux infos importantes, donc c'est les 2 plaquettes qu'on a sorties dans les 6 derniers mois. Donc il y a une plaquette générique dédiée aux élus sur la transition énergétique et comment leur permettre de s'approprier la transition énergétique, que vous avez à disposition et n'hésitez pas à la diffuser le cas échéant. Et puis une plaquette sur démantèlement, recyclage, renouvellement des parcs, qui pour le coup est très d'actualité et qui permet de démystifier un peu tout ce qu'il y a autour de ces sujets-là. Que ce soit le démantèlement, le fait qu'on remet les sites à neuf, enfin au propre en tout cas, et qu'on recycle et qu'on renouvelle les parcs. Je vais laisser la parole du coup à Delphine Goncalves, qui va être notre animatrice du jour et qui va vous introduire les différents intervenants et vous présenter le déroulé de la matinée. Merci beaucoup. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Merci de vous être déplacés pour cette table ronde. Le sujet aujourd'hui qu'on va aborder, c'est quel avenir pour l'éolien terrestre en Occitanie. Pour alimenter cette réflexion, on va avoir plusieurs sujets qui vont être évoqués et nous questionner en fait sur cette question. Donc dans un premier temps, on va avoir, je me rapproche bien du micro, on va poser le cadre, on va avoir un état des lieux qui va être fait de manière assez succincte quand même sur l'Occitanie avec un focus sur ce qui se passe dans l'Aude. Ensuite, en fait, on va regarder plus particulièrement quelles sont les retombées économiques locales sur la durée de vie d'un parc. La durée de vie d'un parc, c'est-à-dire de la phase de construction à la phase de démantèlement, puisque c'est un équipement en fait, qui est réversible. Donc on va voir quelles sont les retombées économiques sur cette durée de vie de parc. On passera ensuite à un retour d'expérience en fait, sur un renouvellement de parcs éoliens, pour voir comment ça se passe sur ce type d'évolution en fait, d'un parc éolien. Et enfin, on ouvrira les réflexions sur comment réfléchir sur le développement de nouveaux parcs en Occitanie. Avant de vous présenter dans le détail chaque participant, juste un petit point en termes d'organisation, de déroulé. Chaque intervention chaque sujet va être développé sur environ une quinzaine de minutes. Donc on a des temps un peu quand même réduits. Le but, c'est le but d'une table ronde, même s'il y a une phase de présentation. Il y a quand même une part qui est aussi laissée au public pour intervenir dans l'échange, de réagir, de questionner, d'apporter son retour d'expérience aussi sur le vécu de l'éolien en Occitanie pour alimenter la réflexion. Donc vous avez à votre disposition des micros qui sont disponibles dans la salle. Si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à vous manifester et donc on vous amènera bien volontiers un micro pour que vous puissiez participer à l'échange. Donc voilà. Alors, on va commencer par accueillir Aurélien Ponce, qui a répondu à l'invitation de Sémater pour dresser cet état des lieux. Donc, Aurélien Ponce appartient à l'AREC, qui est l'Agence régionale de l'énergie et climat. Et donc, c'est une agence qui accompagne les acteurs du territoire dans leurs projets de transition énergétique. Que ce soit de la phase de réflexion du projet à la phase de conception et la phase de réalisation en fait, du projet. Donc Aurélien, si tu peux venir nous rejoindre. Merci.
On va garder le masque, ça sera peut-être un petit peu mieux. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant tout, je voudrais remercier Sémater de nous avoir conviés. Quand je vois la diversité des personnes présentes aujourd'hui, c'est important qu'on puisse être de plus en plus nombreux autour de la table, autour de ces discussions. Donc c'est avec plaisir qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui, qu'on va pouvoir échanger sur ce grand et vaste sujet qu'est l'éolien. Donc je vais vous apporter quelques grandes lignes pour débuter ces échanges à la fois sur l'éolien, sur ce fameux état des lieux, que ce soit en Occitanie ou sur l'Aude, et en essayant de vous expliquer à travers ça un peu quelles peuvent être les missions de la REC, les missions d'aujourd'hui, on l'espère les missions de demain par rapport à ça. Donc, je pense que le scénario REPOS, volontairement, on ne va pas rentrer dans le détail, si ce n'est de le tourner d'une manière qu'on le regarde parfois pas assez, c'est-à-dire d'une manière ambitieuse, des chiffres que l'on va atteindre. Parce qu'on se rappelle souvent le retard que l'on peut avoir avec ça. Il faut aussi être conscient en France la chance que l'on peut avoir de pouvoir... je vais enlever le masque alors. Ok. Donc je vous disais, vous rappelez un petit peu la chance que l'on peut avoir d'avoir ces objectifs à l'échelle nationale qui sont très intéressants pour l'Occitanie. Donc évidemment, c'est un défi. On connaît les difficultés de cette filière qui, parmi les autres filières au niveau énergie renouvelable, évolue très vite. Évidemment, pour répondre aux défis technologiques, en améliorant les réponses qu'elle apporte aux contraintes, en améliorant une certaine productivité, mais des choses un peu plus imprévues parfois, avec des évolutions au niveau tarifaire, des évolutions au niveau de l'urbanisme, à laquelle cette filière doit tout le temps répondre et donc doit rester très vivante et très innovante. Ça, c'est le constat que l'on fait de cette filière-là, qui est un constat qui est généralisé, et je pense que je l'apprends à très peu de monde ici. Et de la même manière, ce que l'on subit, c'est l'image qu'elle porte, parce que c'est quelque chose qui est facilement véhiculé, que ce soit ne serait-ce qu'à travers des films et autres dans le monde entier, et au niveau national, l'image qu'elle peut être amenée à subir parfois. On le voit avec certaines personnalités politiques ou certaines actions un peu plus locales dans des articles de presse, dans des faits divers, qui rendent ces choses-là assez difficiles. Aujourd'hui, si on se focalise à l'échelle de l'Occitanie, évidemment, on constate tous un ralentissement. Et la REC aussi, on est là pour voir ça, pour constater ça, pour essayer de faire passer les messages du mieux que l'on peut. Parce que c'est vrai qu'on l'a rappelé très brièvement, mais on est une agence régionale énergie-climat. On est une agence qui travaille avec la région, mais on reste une agence qui essaie de faire avancer ces choses-là et qui essaie d'agir. Et donc, j'ai envie de dire d'être un partenaire avec vous tous demain, pour essayer d'avancer petit à petit dans les solutions qu'on pourra trouver. Et le rôle de la REC, si on le résume, parce que peut-être qu'il ne parle pas à tout le monde, alors souvent, vous irez sur le site internet, on va appeler fabrique de solutions. Alors, on ne veut pas être prétentieux dans ce sens-là, mais c'est plutôt dans le sens où on est avec vous à essayer de trouver les solutions de demain, à essayer d'apporter un regard nouveau, essayer d'allier un peu tout ce monde, comme c'est le cas aujourd'hui, du public, du privé, le monde des citoyens avec le monde des élus, etc., pour essayer de faire en sorte de trouver des solutions et d'avancer. Et de construire plutôt que de se regarder, parce que maintenant on est conscient, évidemment, que pour atteindre ces fameux schémas, il y a du travail à faire. Donc vous inquiétez pas, ma présentation sera assez courte. Il nous reste 2 slides pour rentrer un peu plus dans le détail. L'idée à travers ça, dans cette première slide, puisqu'on parle de l'état des lieux, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est capable déjà d'identifier cet état des lieux, notamment chez nous à travers la banque des données qui est l'Oreo, qui est intégrée, où on a pu et on peut collaborer avec les services de l'Adréal, les services d'Enedis, etc. Parce que c'est important pour pouvoir constater et avancer, de savoir de quoi on parle, d'avoir les données. Heureusement, on a eu l'aide aussi des syndicats de l'éolien et de tous ces acteurs du privé, mais qui ont toujours été là pour montrer qu'ils voulaient travailler dans ce sens.
Donc aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent demain de réfléchir et de voir vraiment les trajectoires. De voir les trajectoires quand elles ralentissent, de voir pourquoi elles ralentissent. Après, ça, on le fait avec vous. Et donc ici, on le voit très bien. Je pense que je n'ai pas besoin de rester plus longtemps là-dessus. Il reste beaucoup à faire pour atteindre le potentiel de demain. Évidemment, vous pourrez le voir comme ça aussi, la disparité sur les territoires, mais je crois que des personnes en parleront plus globalement après. Elle répond aujourd'hui à ce qui a été fait de manière historique. On était peut-être les premiers en France à lancer l'éolien ou dans les premiers. Maintenant, il nous reste beaucoup de choses à faire pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Et en faisant un focus sur le département de l'Aude, comme on me l'a proposé, mais on aurait pu le faire sur d'autres départements qui ont un peu ce constat-là aussi, qui sont dans les 3-4 départements qui ont le plus d'éoliens. On y voit évidemment de notre côté 2 enjeux que je pense vous partagez. C'est à la fois les nouvelles constructions qui aujourd'hui ont du mal à aboutir. On le voit dans les permis qui sont aujourd'hui autorisés. On est sur des projets assez vieux qui ont mis beaucoup de temps à avancer. Une particularité de cette filière. Et un des autres enjeux de demain, c'est le repowering, sur lequel on a pu faire une étude en interne, sur lequel on a sollicité nombreux d'entre vous, pour vraiment voir qu'est-ce qu'il représentait pour demain, pour après-demain, j'allais dire. Mais il y a évidemment des enjeux qu'on oublie souvent au niveau des filières, au niveau de toute la filière, de tous les maillons, et pas seulement les développeurs, exploitants et autres, mais tous les constructeurs, tous les gens qui gravitent autour de toute cette filière-là, dans le BTP et autres, qui sont très importants à l'échelle politique, mais à tous les niveaux. Donc ces enjeux-là, je pense qu'on les détaillera par la suite. Les points sur lesquels je voulais peut-être faire un tout petit focus avant de terminer, c'est qu'évidemment, on pourrait parler des blocages et des choses complexes à l'échelle nationale, à l'échelle de la filière, mais ce qui est le cas un peu de toutes les filières. Mais aujourd'hui, nos enjeux que l'on a en Occitanie, c'est de réussir à faire ensemble. Donc nous, on est un des partenaires, mais il peut y en avoir plusieurs, pour avancer dans ce sens-là, pour essayer de lever les contraintes au moins locales. Évidemment, on ne pourra pas lever toutes les contraintes de demain, mais si on commence à pouvoir avancer dans ce sens, petit à petit, on espère, au moins sur des premiers projets, et après, pourquoi pas continuer comme ça, à essayer d'aller aussi bousculer des choses à plus haut niveau. Sans aucune prétention, évidemment, en restant chacun à notre niveau. Et les moyens que l'on voit aujourd'hui, c'est évidemment de travailler énormément sur notre communication, qu'elle soit localisée ou qu'elle soit très globale. Évidemment, travailler avec les citoyens, mais je crois que depuis quelques années, on le sait tous, c'est un impératif de devoir les accompagner à tous les niveaux, de se servir de leur richesse aussi et de travailler à des choses ensemble. Et si on doit encore le rappeler, mais je crois que ça, on y travaille tous dans ce sens, c'est de travailler aux meilleures retombées globales pour les territoires. Et si demain on arrive à avoir ces choses-là, on aura déjà fait un premier pas, et je crois que ça a déjà débuté, mais c'est l'idée de continuer ensemble dans ce sens. Voilà. Je ne sais pas si... Je crois qu'il y a un petit temps de questions, si vous avez des questions par rapport aux choses que j'ai pu présenter, qui restent assez générales. On va justement un peu rebondir sur ce que Monsieur le maire nous disait concernant les retombées. Alors on va plus se focaliser justement sur les Aurélien, peut-être que tu veux rejoindre ta place. Merci Aurélien. Sur les retombées économiques qui sont liées au fonctionnement d'un parc éolien. Donc je vais accueillir Christophe Rodriguez de la société Netwind, qui est en fait une société qui s'occupe de l'exploitation, la maintenance des éoliennes. Donc je vais lui laisser la parole. Oui, voilà. Donc je fais partie de la société Netwind qui est installée à Gijan et qui s'occupe d'activités sur des parcs éoliens, surtout in situ. Donc les 3 principales activités de la société Netwind sont le montage de parcs sur place au début de toute la partie du projet. La deuxième partie, c'est l'exploitation et la maintenance
des parcs qui là durent sur une durée de 15-20 ans ou plus. Et ensuite, le démontage des parcs et leur renouvellement éventuellement des machines. Voilà, donc ça c'est NotTwin, une société qui existe depuis une dizaine d'années, qui est basée, le siège social est basé à Nantes, mais qui a une agence à Gijan avec des techniciens qui opèrent dans toute la région Occitanie et un peu plus dans le sud de la France. Donc concernant le montage des parcs éoliens, donc nous on travaille en tant que sous-traitant de constructeurs. Et on fait, en cas de montage de parcs éoliens, on fait appel à toute une armée de sociétés qui viennent en appui sur le chantier. Donc il y a en particulier la partie terrassement, ceux qui préparent tous les accès au parc, etc. Il y a la partie le génie civil, c'est eux qui font les fondations des machines. Il y a l'électricien qui lui installe le poste de livraison et tous les réseaux électriques qui vont du poste jusqu'au point de livraison et jusqu'aux différentes machines. Et ensuite la partie assemblage mécanique des machines, où là on fait appel à des sous-traitants qui viennent en appui des turbiniers. Donc il y a les levageurs, ceux qui font les grues qui viennent monter les machines, les monteurs mécaniques comme nous, c'est des salariés qui viennent travailler tous les jours au montage des machines. Les électriciens, parce que dans les machines, elles arrivent en pièces détachées, il y a des électriciens qui assemblent toutes les parties électriques dans les machines. Et ensuite, on fait appel à des chefs de chantier, on fait appel à des sous-traitants, etc. Les personnes qui travaillent sur les chantiers, elles, il faut aussi les loger parce qu'ils ne sont pas tous de l'endroit. Donc, on fait appel aussi à de l'hébergement, etc. sur la zone où se construit le parc éolien. Donc ça, c'était pour la partie montage d'une machine. Ensuite, qui dure environ 6 mois. Ensuite, il y a toute la phase d'exploitation. Ça, pour une période, je disais, entre 15 et 20 ans. Et là, on essaie au maximum d'avoir du personnel qui se trouve à proximité du parc pour éviter de générer des allers-retours et des frais de déplacement. Les 3 grosses activités des techniciens de maintenance, ces techniciens, c'est les petits véhicules que vous voyez en bas des machines. Quand vous passez, des fois, vous voyez un petit camion blanc, qui sont des sociétés différentes, quoi. Donc, il y a les activités de maintenance préventive qui permettent de garantir le bon fonctionnement des machines. Les machines, c'est des véritables petites usines qui fonctionnent en permanence, même si parfois on en voit certaines arrêtées. C'est des machines qui tournent régulièrement. Et donc, elles ont besoin d'une maintenance préventive très régulière qui se fait généralement tous les 6 mois. Il y a une grosse maintenance à 6 mois, une petite maintenance à 6 mois, puis une grosse à 1 an, etc. Ça en boucle en permanence. Ensuite, il y a les tâches de maintenance corrective. Ça, c'est quand les machines tombent en panne, on intervient pour venir remettre en service les machines. Généralement, on a des garanties de disponibilité. L'exploitant, lui, il y a un contrat qui lui garantit que la machine va être disponible 96, 97, 98% du temps. Ce qui veut dire disponibilité, c'est être en capacité de produire, même qu'il n'y a pas de vent, mais si la machine n'a pas d'erreur, on parle là de machines disponibles. Quand il y a 2 types d'activités de correctives, il y a les petits correctifs où quand on a une machine arrêtée, on rentre à l'intérieur, on remonte un disjoncteur, on change une petite pièce, etc. Ça, c'est le petit correctif. Après, il y a des grosses activités de correctifs où là, on a besoin de moyens plus conséquents, comme par exemple des moyens de levage, des grutiers ou des nacellistes pour venir intervenir sur les pales à l'extérieur, par exemple. Et une 3e activité, c'est le suivi de performance des éoliennes, optimisation dans la production, où là, c'est essayer de faire en sorte de voir qu'est-ce qui fait que les machines ne fonctionnent pas bien ou ne fonctionnent pas à la performance où on souhaitait. Et essayer d'améliorer ça, comme par exemple améliorer du calage de pales. Quand les pales ne sont pas bien calées, on fait appel à des sociétés qui sont là pour analyser le fonctionnement des machines et vérifier que les pales sont bien calées. Et si ce n'est pas le cas, on les recale pour augmenter un petit peu les performances des machines. Donc ça, c'était la 2e partie, qui est la plus longue sur la durée de vie du parc. Et ensuite, il y a une 3e partie qui est quand ces machines elles ont fini de fonctionner, bien le
le démantèlement. Alors, il y a 3 types de gestion de la fin de vie d'une machine. Soit c'est le démantèlement où les machines, on les démonte et on remet comment ça s'appelle, l'endroit où elles étaient à l'état original. Remise en état. Remise en état, oui. On remet en état comme à l'original, c'est-à-dire les machines sont démontées, les socles en béton sont enlevés, les réseaux sont supprimés, etc. Et ça ressemble comme ça ressemblait 20 ans plus tôt. Sinon, il y a le repowering, c'est-à-dire que là, les machines, on les enlève dans le but de remettre des machines en lieu et place, plus performantes. Et la 3e partie, c'est l'extension de durée de vie. Parfois, il y a des machines, elles sont arrivées à 20 ans et on nous demande de les faire tirer un peu plus longtemps pour le temps que l'exploitant il trouve une solution, soit de démantèlement, soit de repowering, etc. Donc, toute cette activité-là fait aussi appel à des sociétés locales pour le démontage et le traitement des déchets, le reconditionnement. Il y avait un parc éolien au nord de Carcassonne qui s'appelait Lastour, où c'est Netwind qui est intervenu pour réaliser le démontage des machines. Voilà, donc Netwind, société basée à Gijan, mais on a fait aussi appel à des sociétés locales comme Mediaco, qui était le levageur, ils ont plusieurs agences en Occitanie, et toute la partie de recyclage des machines a été prise en charge par la société Onyx, qui maintenant, je crois, qui est devenue Veolia, qui pareil, était régionale. Donc voilà, généralement, on essaie toujours de travailler avec toujours quand ils existent, avec les acteurs locaux sur toutes les activités autant de maintenance que de démontage des machines ou d'installation. Ensuite, là, parmi tous les acteurs qui font partie des CEMATER, j'ai mis ceux avec qui Netwind pourrait avoir quelques relations. Peut-être vous connaissez. Parmi tout cela, voilà, j'ai comme l'idée de parler des retombées économiques. Autant Netwind est client de certaines entreprises que certaines entreprises sont clientes de Netwind. Donc voilà, par exemple, j'ai pris comme VSB, la société VSB, avec qui nous avons un contrat de maintenance pour un parc éolien pas loin de Bédarieux. Et c'est un parc éolien, enfin un contrat qui dépasse les 200 000 euros à l'année. Ensuite, on travaille aussi pour d'autres sociétés, mais à plus petite échelle. La société RES, avec qui on a eu un chiffre d'affaires de 27 000 euros. EDF RE, avec qui on a eu un chiffre d'affaires l'année passée de 54 000 euros. Et après, un dernier exemple, c'est la société Biodiv Wind, où là, par exemple, par contre, nous intervenons en tant qu'installateur pour Biodiv Wind. Biodiv Wind, je ne sais pas si vous connaissez, elle fait partie du groupe CEMATER aussi. C'est une société qui installe des effaroucheurs pour les oiseaux ou les battes en français, les chauves-souris, pardon. Donc voilà, où avec eux, on travaille comme installateur et on a eu un chiffre d'affaires de 96 000 euros avec eux l'an passé. Voilà. Et ensuite, comme je vous disais, on travaille aussi avec des sociétés qui font partie du groupe CEMATER, avec des levageurs, avec des nacellistes, avec des fournisseurs d'équipements électriques. Nos techniciens, généralement, quand ils se déplacent à la semaine, vont se loger dans des gîtes, dans des locaux très, très proches des parcs éoliens. Voilà un petit peu. Là, il y avait une petite... Dernière conclusion, c'était voilà, que la réalisation d'un parc éolien, enfin, vous en doutez bien, ça permet de mobiliser des acteurs locaux en Occitanie ou ailleurs, mais bon, le but étant de travailler en synergie avec les acteurs locaux d'Occitanie. Et voilà, création d'emplois directs et indirects. Pour nous, par exemple, l'augmentation de la quantité de machines, on table à peu près sur un technicien pour 4 machines pour lesquelles on a un contrat de maintenance. Donc l'augmentation du parc nous permet de faire entrer un peu plus de techniciens, d'employer plus de personnes. Et idem pour les sociétés avec lesquelles on travaille. Voilà, ça crée des emplois indirects.
sur on dit, voilà, une quinzaine, une vingtaine d'années, le temps de la vie du parc. Voilà, c'était ce que je peux vous dire sur les retombées économiques que peut générer l'activité éolienne pour une société de maintenance comme la nôtre. Ce qu'on retient de notre échange, quand même, c'est qu'effectivement, les liens entre les collectivités et les porteurs de projets sont importants et qu'il y a, avec la REC ou d'autres structures, des associations, des structures qui permettent de faire ces liens. Et le but, effectivement, c'est que ces collectivités, elles aient connaissance de ces structures pour que les projets puissent aboutir. Merci, Christophe. Comme on l'a évoqué, Benoît, si tu peux venir nous rejoindre. Comme on l'a évoqué, l'Occitanie, en fait, a été une région qui a été l'une des premières à accueillir des parcs éoliens. Logiquement, elle est aussi l'une des premières à engager le renouvellement, en fait, de ces parcs éoliens. Donc, le but de la présentation de Benoît, c'est justement de nous présenter, de nous faire part de son retour d'expérience. Donc c'est un chef de projet qui est à EDF Renouvelable, un développeur, et donc il a eu l'occasion de participer et participe encore à des renouvellements de parcs. Donc il va nous faire part de son retour d'expérience. Alors, merci Delphine, merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci à Cemater d'organiser cette table ronde. Je vais vous parler repowering, je vais essayer de faire court, j'ai 10 minutes, je pourrais en parler pendant 6 heures je pense. J'ai eu la chance de participer au premier repowering de l'Aude, on en discutait tout à l'heure à côté du château Lastour sur Portel, avec Stéphane notamment, dans une autre vie. Voilà, c'était en 2015 le début. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un retour d'expérience sur un autre parc en repowering, en réflexion repowering, sur Lux-sur-Orbieu, donc qui est juste à côté, dont Stéphane parlait aussi tout à l'heure, puisqu'il était à l'origine de ce parc. Alors, en fait, le repowering, c'est quoi ? En fait, on va se poser la question de repower un parc à une date clé. En fait, on avait un tarif sur 15 ans. 2-3 ans avant cette date clé de sortie du tarif, on va commencer à se poser la question de comment on va repower le parc. Est-ce qu'on va faire un repowering ? Est-ce qu'on va continuer l'exploitation du parc et avoir un contrat d'achat d'électricité en sortie de tarif ? Donc, on va rassembler l'ensemble des critères techniques, économiques et environnementaux pour décider, c'est vraiment une décision stratégique de l'entreprise, décider si oui ou non on fait un repowering et quel repowering on fait sur le parc en question. Puisque entre les années, par exemple, 2005 et aujourd'hui, on a des critères techniques notamment qui ont évolué. On a notamment un bref exemple, les 500 mètres par rapport aux habitations. On a des critères par rapport au radar aussi qui ont évolué. On a des critères économiques aussi qui sont aujourd'hui complètement différents. Et des critères environnementaux aussi, avec beaucoup plus d'études qu'avant, puisque l'étude d'impact avant d'un projet faisait 40 pages. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 400 pages d'études d'impact. Donc un travail beaucoup plus conséquent. Donc, c'est une décision collégiale, le repowering, c'est une décision collégiale de l'entreprise entre les différents services. Services techniques, services développement, services financiers, pour savoir quel type de repowering on va faire. Et aujourd'hui, il y a plusieurs documents d'aide à la décision qui existent, qui ont été réalisés par l'Adréal, par l'ADEME, par la REC, par la région, avec le concours aussi des associations FEE et du CER. Donc on est équipé en tout cas en région pour aider cette décision stratégique au repowering.
Ce repowering, en fait, il est maintenant cadré par l'instruction du 11 juillet 2018, chose qui n'existait pas avant. Par exemple, sur l'Astour, on se posait pas mal de questions, notamment avec les services de l'État, de comment on allait déposer cette demande de repowering. Est-ce que c'était un PC modificatif? Est-ce que c'était un nouveau PC, permis de construire, pardon? Est-ce que c'était une nouvelle demande spécifique, etc. Aujourd'hui, on en a un cadre bien précis depuis 2018, avec 5 cas différents qui ont été identifiés. Donc, dans le cas numéro 1, un repowering à l'identique, les mêmes machines, même hauteur, même emplacement. Cas numéro 2, 3 et 4, c'est des différences de hauteur de pales ou des différences de hauteur totale de machines. Cas numéro 4, avec un déplacement. Donc, là, on rentre dans le cadre d'un arbitrage du préfet pour savoir si oui ou non on dépose une nouvelle demande d'autorisation environnementale ou un simple porté à connaissance. Et dans le cas numéro 5, généralement une demande d'autorisation environnementale, une nouvelle, puisqu'on va ajouter des mâts on va faire une sorte d'extension en même temps que le repowering, en même temps que l'ancien parc, pour faire ce repowering. Donc, stratégiquement, il y a plusieurs possibilités. La plus simple, c'est le cas numéro 1, puisque vous avez juste entre guillemets, un porté à connaissance à déposer et donc un arrêté préfectoral complémentaire qui va sortir ensuite. Donc c'est notre cas en fait sur Lux-sur-Orbieu. Donc c'est un parc aujourd'hui de 13 machines. 8 premières machines qui ont été construites en 2007 et 5 autres machines qui ont été construites en 2015. Donc chez EDF Renouvelable, on s'est posé la question, donc c'est un parc qui est juste à côté, on s'est posé la question sur les 6 machines anciennes de 2007 qui nous appartient. Quel repowering on faisait. Donc on a décidé collégialement au sein d'EDF Renouvelable de faire un repowering à l'identique, c'est-à-dire de ne pas augmenter la taille des machines, de ne pas les déplacer. Et pour cela, donc, on a déposé une demande de portée à connaissance. Alors la demande de portée à connaissance, elle est pas si simple que ça. Puisque vous avez plusieurs éléments, bien sûr, à mettre dans ce porté à connaissance. Vous avez une partie administrative, vous avez un état de l'existant, vous avez une description du projet de renouvellement, et ensuite des incidences comparatives, que ce soit au niveau acoustique ou au niveau environnemental, à fournir pour que l'administration puisse regarder tout ça et vous donner un arrêté préfectoral complémentaire qui aura ensuite, qui contiendra en tout cas des mesures complémentaires à votre parc existant. Donc la suite c'est classique, vous avez votre arrêté complémentaire, vous vous posez des questions raccordement tarif déjà dès la phase développement, donc c'est les mêmes questions que l'on se pose pour un nouveau projet, on se pose même encore plus de questions vu qu'il y a des éléments techniques aussi à prendre en compte, notamment au niveau raccordement. Est-ce que vous allez utiliser le même poste source? Est-ce que vous allez aller vers le même poste de livraison avec une augmentation de puissance? Est-ce que vous pourrez prendre le même câble? Au niveau du tarif aussi, les tarifs ont changé par rapport à ce qui existait. Donc est-ce que vous allez à la Haut-Creux en PPA ou en CR17? Et ensuite, vous aurez le démantèlement à la construction avec le service construction à réaliser, la mise en service, exploitation, maintenance et suivi qui va être important. Donc toutes ces questions-là se posent aussi dès la phase développement. Et j'insiste sur le côté stratégique du repowering. Le repowering à l'identique est plus facile qu'un repowering avec ajout de mât et aussi participe au scénario repose dans le cadre d'une augmentation de puissance. Là, comme on l'a vu dans cet échange, le renouvellement d'un parc éolien, c'est pas une chose aisée quand même à mener.
Donc, c'est pas forcément la solution magique, comme le disait Benoît, justement, vis-à-vis de la poursuite de l'activité éolienne, même si ça paraît logique, effectivement, c'est pas quelque chose qui est forcément aisé. Donc, la question se pose aussi de la construction de nouveaux parcs éoliens. Pourquoi on s'engagerait dans cette démarche de nouveaux parcs éoliens ? Quelles sont les pistes à étudier dans ce cadre-là? Donc pour échanger sur ce sujet-là, je vais laisser la place à Yvan Barthélémy d'EDF Renouvelables et de Frédéric Petit de Valorem, qui sont tous les deux responsables régionaux dans ces deux sociétés de développement de l'éolienne. Merci Delphine. Déjà en propos introductif, parler du plaisir que j'ai à participer à une réunion de ces matières, si bien organisée, donc bravo Roxane et Stéphane notamment, mais pas que, et Christophe aussi je crois, pour cette organisation. En propos introductif, on a discuté hier avec Delphine, préparant la table ronde, et on a parlé de nos enfants, de l'inquiétude qu'ils avaient face au futur, et notamment liée au dérèglement climatique. Et je dois dire que s'ils voient l'objet de cette table ronde aujourd'hui, ils ont de quoi être inquiets. On se pose encore la question en France, sur un département où il y a un fort gisement éolien, s'il est encore nécessaire de développer une énergie qui lutte contre le réchauffement climatique. On se pose cette question 3 jours après ce qui s'est passé dans le Gard, 3 ans après ce qui s'est passé à Trèbes, à Villegayenc, mais je dirais peut-être surtout 22 ans après ce qui s'est passé ici. Je pense qu'il y a 22 ans, on était sous 1,50 m d'eau ici. Alors plutôt que de se poser la question du développement éolien dans l'Aude, comme partout ailleurs d'ailleurs, nous avons envie de vous dire avec Frédéric finalement, nous n'avons pas le choix de développer ces énergies renouvelables dont l'éolien. Alors bien entendu, il ne s'agit pas ici d'oublier, de nier tout ce qui est les enjeux climatiques, paysagers, de biodiversité et d'acceptabilité, pour ne citer que les plus importants, mais de souligner que la lecture des projets éoliens doit se faire sur un territoire, doit se faire en tenant compte d'un enjeu plus grand finalement et en changeant de paradigme, qui est la question du risque contre le dérèglement climatique. Alors, pour développer de l'éolien, nous opérateurs, nous avons une responsabilité forte. On l'a souligné, le travail sur l'acceptabilité, qui n'est pas nouveau de notre côté, je tiens aussi à le souligner, et le travail sur les retours d'expérience que nous avons nombreux. L'ensemble de l'opérateur, nous sommes le cluster Cemater en Occitanie, ce n'est pas un hasard. L'éolien s'est développé dans l'Aude, a commencé à se développer en France dans l'Aude. Il y a un écosystème des hommes, des femmes, des entreprises qui ont une grande compétence en la matière et qui profitent des retours d'expérience pour améliorer la conception, l'exploitation, le démantèlement de ces parcs éoliens, mais aussi la question de la conciliation des enjeux et du dialogue territorial. Nous appuyons aussi, nous opérateurs, sur des innovations constantes. Il y a ici la société Biotop qui nous propose des radars pour étudier l'arrivée des oiseaux en phase étude. On a parlé de BiodinWind tout à l'heure, qui est une société à Béziers qui développe des effaroucheurs. Et désormais, on nous propose des drones pour tester l'efficacité de ces effaroucheurs. Donc vous voyez, on évolue constamment. On sait aussi désormais comment un bridage chiroptère est efficace, dans quelles conditions il n'est pas efficace. Nous sommes sur un département où la population audoise connaît le sujet éolien. Elle a souvent son avis sur la question, qui est parfois assez tranché. Elle a la volonté d'être associée au projet, et elle a raison. Elle a la volonté de mieux bénéficier des retombées économiques et financières des projets, et elle a totalement raison. Nous y travaillons tous là-dessus. Désormais, par exemple, il est proposé un kilowattheure moins cher, parce que c'est enfin possible, parce qu'il y a des opérateurs qui savent le faire, des innovations, des startups qui le font. Donc il est proposé un kilowattheure moins cher pour les habitants d'un territoire sur un parc éolien. C'est des choses que nous souhaitons tous développer et que nous voulons développer. Frédéric va vous présenter les 4 pistes qu'on a imaginées, que l'on propose pour poursuivre le développement éolien dans le département, ou plus généralement en Occitanie, avec l'ensemble des enjeux qui se trouvent confrontés dans cette région. Ouais, je ne les ai pas avancés. Alors je passe.
Juste avant de poursuivre, pour rebondir sur ce qui a été dit par notamment la REC, pour vous donner, pour aller un peu plus loin sur qu'est-ce que ça représente en termes de développement éolien à l'échelle de la région, d'atteindre les objectifs, si on part sur les objectifs de la REC, qui vont être repris dans le SRADET, donc le schéma régional. Voilà, ça représente, on va dire, autour de 10 parcs éoliens par an à installer, à mettre en service à l'échelle des 13 départements de l'Occitanie. Et un dernier point, c'est qu'il faut aussi raisonner en termes de, pas forcément de puissance. Alors c'est plus facile entre nous, ça c'est sûr, et même vis-à-vis du grand public, mais aussi il faut parler d'énergie, parce que la finalité, c'est pas d'installer de la puissance, c'est bien de produire de l'énergie, et le plus possible d'énergie renouvelable, donc d'énergie éolienne. Et là-dessus, il y a un sujet, voilà, avoir une voiture de course, mais sans roues, c'est bien, il y a un moteur puissant, mais si elle ne roule pas, elle ne sert pas à grand-chose. Donc pour l'éolien, c'est pareil, installer des éoliennes et avoir de la puissance, ça fait des chiffres, mais derrière, en fait, il faut que ça produise surtout. Donc on en discute d'ailleurs avec la région, avec les élus locaux, avec les services de l'État. Il faut aussi derrière raisonner en termes de production d'énergie, parce que c'est bien ça qui, à la fin, aura une grande finalité. En fait, je vais essayer d'être rapide, parce que pour arriver aux 4 pistes qu'on évoque, mais rappeler quelques évidences. L'éolien, mais je dirais les énergies renouvelables en général, ce sont des énergies locales, et surtout non délocalisables. On ne produit pas en Chine pour ramener l'électricité ici, décentralisées, réversibles et propres, en tout cas qui peuvent l'être. Pour l'éolien, la base, c'est il faut du vent. Ça paraît un peu con de dire ça, mais si on regarde la région Occitanie, elle est assez particulière, avec le Languedoc-Roussillon, pour schématiser, qui est très vanté, avec les départements de l'Aveyron et du Tarn, et la partie ouest, ex-Midi-Pyrénées, ou les Pyrénées en eux-mêmes, qui sont très peu vantées. Aujourd'hui, les évolutions technologiques font qu'on devrait pouvoir aller vers les zones les plus blanches. Voilà. Mais enfin, à l'heure actuelle, et même d'ailleurs à moyen terme, j'espère que certains me contrediront, mais ça ne semble pas être le cas, on ne pourra pas aller sur les parties les plus orange, voire rouges. La technologie permet, mais ne fait pas tout. Ensuite, il faut trouver du vent. Pour trouver du vent, il faut aller en hauteur. Donc, je vous montre un exemple, ce qu'on appelle un gradient de vent. Plus vous montez en hauteur, jusqu'à une certaine hauteur, plus le vent est fort. Jusqu'à une certaine hauteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez un palier où, quelle que soit l'altitude à laquelle vous serez, le vent sera à peu près le même. L'Occitanie a l'avantage d'avoir des vents très forts, une rugosité, comme la plupart des régions en France, des bâtiments, de la végétation. Et donc, en fait, plus vous allez monter haut, plus vous allez récupérer un vent très fort. Je vais vous donner quelques exemples. En comparant, c'est plutôt le dernier chiffre qui est pertinent, un moyeu d'éolienne qui serait à 120 mètres, à 90 mètres, et un moyeu d'éolienne à 120 mètres, vous multipliez par 1,2 la production d'énergie. Petit exemple, ça vous l'aurez. Donc là vient se poser la question du paysage et de l'aménagement. Aller plus haut, c'est avoir une présence, on va dire, des éoliennes plus hautes. Bon, le débat, c'est pas le paysage, mais c'est pour vous montrer à puissance égale. Vous avez ici la première éolienne à gauche, c'est le même diamètre, la même puissance. Elle est à 180 mètres de hauteur, celle ensuite à 170, la troisième à 160. Voilà, entre 20 mètres. La quatrième à 140, voilà. Entre 20 et 30 mètres, vous avez une production qui n'est pas du tout la même. Pourtant, l'impact paysager, si on faisait des photomontages, je vous mettrais au défi de trouver si c'était une éolienne à 170, à 180 ou à 160 mètres. Donc là, il y a probablement un travail. En tout cas, il faut en avoir conscience. Et puis, il faut capter le vent. Le vent, on parle de voilure. Donc, c'est l'hélice, le rotor, avec les pales. Quelques chiffres parlants. Même éolienne, même hauteur, même vent, mais des diamètres différents. Donc vous voyez dans la troisième colonne, plus 5 mètres de pales, les différences de production d'énergie, donc plus 10 mètres et plus 15 mètres. Je vous invite à regarder la dernière. Donc avec 15 mètres de pales en plus, ce qui est à 1, 2, 3 km, pour la plupart c'est les riverains qui sont à cette distance, qui est quasi invisible, on produit en gros 60% d'énergie en plus. Vous allez me dire, pour une demi-éolienne, on doit bien pouvoir trouver un endroit ailleurs pour la mettre, etc. Alors, l'exemple que je prends souvent, c'est prenez votre salaire, enlevez 60% et vous verrez si l'impact est acceptable ou difficile. C'est non négligeable. Pour la même puissance, la même hauteur, le même vent, vous prenez 15 mètres de pales, vous produisez 62% d'énergie en plus. C'est pour ça que j'introduisais sur l'énergie. On est là pour produire de l'énergie, on n'est pas là pour mettre des éoliennes, pour faire émettre de la puissance. Et dernier point, le nombre.
Donc un petit rappel, en 2000, j'ai pris à la grosse, hein, mais pour faire 15 mégawatts, en gros une puissance de parc moyen, il fallait 17 éoliennes. Il y en a encore qui tournent par chez nous. On a parlé de repowering, c'est celles-là qui vont être changées. Il y a 10 ans, c'était environ 6-7 éoliennes de 2 MW, 2 MW et demi. Aujourd'hui, on est plutôt sur 3 éoliennes, beaucoup plus hautes par contre. Et puis la question se dit, si c'est le problème de la hauteur, moi je pense que c'est le problème du nombre dans le paysage qui compte. En termes d'aménagement, c'est plutôt le nombre qui compte plus que la hauteur. Après, sans rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas le sujet, surtout dans nos paysages où il y a des collines, il y a des montagnes, il y a tout un aspect de contre-plongée, plongée. Il y a un gros travail paysager à faire par rapport au photomontage que je vous ai montré précédemment, où c'était plat en tout cas. Voilà, sans vouloir... Donc là, il y a des comparaisons. Donc évidemment, celle de droite est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus petite, mais en termes de production, ou de puissance installée aussi, on est entre un ratio avec la première, qui est 2 fois plus haute. On a un ratio de x5 à x9, suivant la puissance de la dernière éolienne. Ça veut dire que si vous voulez la même puissance avec la dernière éolienne, il faut en mettre entre 5 et 9. Et vous imaginez à l'échelle d'une région et d'un nombre de parcs installés pour atteindre des objectifs, etc. Donc la question, est-ce qu'il en faut une ou est-ce qu'il en faut 9 comme la petite? Dans un paysage, elle doit pouvoir se poser. En tout cas, on doit pouvoir être ouvert à ce niveau-là. Et pour terminer, surtout ne pas retomber. Si on parle du nombre, on peut aussi mettre des toutes petites éoliennes, mais qui dit toute petite dit très peu d'énergie produite. Et puis c'est ce qu'on avait vu dans les années 80 aux États-Unis. Alors j'enchaîne. Comment faire de nouveaux parcs éoliens? Avec Yvan, on s'est dit, on a repris la première chose qu'on nous dit, allez là où il n'y en a pas. Écoutez, il y a des départements, ça a été dit tout à l'heure, l'Aude à presque un peu plus d'un quart de la production, de la puissance installée en Occitanie, probablement aussi de la production. Allez là où il n'y a pas de vent, il faut que chacun fasse sa part, etc. Donc j'espère vous avoir démontré que l'idée c'est, on ne peut pas faire de l'éolien partout, il faut que ça soit dans des endroits pertinents, mais les évolutions technologiques doivent nous permettre probablement d'aller un peu vers l'ouest de la région, essayer de disséminer, de ne pas tout concentrer dans des départements, si c'est la logique, ou de renforcer certains départements du Languedoc-Roussillon où il y en a moins que dans l'Hérault, dans le Tarn ou dans l'Aude, donc le Gard, les Pyrénées-Orientales, etc. Donc je remonte la carte. Alors soit les développeurs sont bêtes, soit ils n'ont rien compris, mais effectivement, vous voyez les parcs installés, refusés ou acceptés, ils sont situés là où il y a du vent, et que ça c'est issu des données Picto-Occitanie, donc c'est l'Adréal, c'est relativement à jour. On voit que sur l'ouest du département, il y a quelques velléités de projets, Tarn-et-Garonne, le Lot, ou Ariège, limite Haute-Garonne, mais on voit que ce n'est pas la majorité. La conclusion, c'est oui, aller dans l'ouest du département, oui, aller sur des zones moins ventées, mais au final, ça devrait représenter à peu près 10 à 12% de l'objectif final de REPOSE 2050. Donc, il en reste 90 à faire. Deuxième piste, c'est ouvrir des territoires contraints. Et là, ça rejoint un discours qui est, je trouve, le fil rouge de ce matin, c'est ne pas faire face aux élus, pas faire face aux services de l'État, ne pas faire face aux riverains, aux associations, mais faire avec. Et donc construire en fait les parcs éoliens. On a eu un exemple d'un parc qui s'est bien passé. Des fois, ça se passe un peu moins bien, mais globalement, c'est souvent des parcs qui sont construits. Et donc, il va falloir probablement, en tout cas, c'est une demande, et là, ce ne sera pas les développeurs éoliens, ce ne sera pas les élus tout seuls, ça sera vraiment ensemble. Peut-être ne pas envisager de concevoir des parcs éoliens sur des zones qui sont aujourd'hui contraintes. Aujourd'hui, on va là où il y a le moins de contraintes, voire pas du tout de contraintes. Donc aller vers une zone où on se dit, là il y a une contrainte, mais on va la travailler pour faire en sorte qu'elle puisse être acceptable avec un parc éolien. Donc ça peut être sur des thématiques en lien avec l'armée, en lien avec l'aviation civile, en lien avec des contraintes techniques, des faisceaux hertziens. Ça peut être se poser la question aussi de paysages qui seraient plus enclins à accepter de l'éolien dense, d'autres peut-être un peu moins. Ça peut être aussi, se poser la question avec l'environnement, et sous couvert d'avoir continué à faire de la R&D, continuer à progresser pour limiter, réduire, voire annuler les impacts que l'éolien pourrait avoir, que ce soit sur l'environnement, l'acoustique, etc. Mais tout ça, ça sera avec toutes les parties prenantes. Là, pour le coup, ça va être majeur de pouvoir faire ça. On est en discussion. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à devoir subir de nouvelles contraintes plutôt qu'à essayer d'en réouvrir. On espère qu'on pourrait basculer, et tout ça se fera ensemble. Personne n'y arrivera seul. Donc ça, c'est un résumé, on va dire, des contraintes
auxquelles on doit faire face. En rouge, souvent, c'est les contraintes de l'armée ou de l'aviation civile. C'est rédhibitoire. Vous voyez, il y a quand même des questions à se poser sur est-ce qu'on ne pourrait pas, même si c'est pour 1 ou 2 parcs éoliens par contrainte, pourquoi pas. Ça, c'est les habitations. 500 mètres des habitations. Ça, c'est réglementaire, on ne peut pas y toucher, ou en tout cas, on va avoir du mal. On voit que voilà, il y a certains secteurs, notamment à l'ouest de la région, qui sont très denses. L'habitat est très limité, donc ça pose aussi la question de l'aménagement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller partout. On dit que l'éolien, on peut aller partout, c'est faux. Le troisième point, on va le passer parce qu'on en a pas mal parlé, c'est le repowering. Un point qu'a évoqué, je crois, Aurélien ou Benoît, c'est que ça, comme les 2 points précédents, ça devrait faire, en termes de puissance ajoutée par rapport à une puissance déjà installée, à peu près 10% aussi de l'objectif final, si tout se passe bien. Et le dernier, alors celui-là, on y a un peu passé un dernier, puis on s'est dit, mais en fait, il y a déjà eu des projets développés. Il y a plus de 1500 MW de projets qui ont été refusés, probablement pour des bonnes raisons. Et on se posait la question, est-ce que, ce qui représente voilà, presque 30% de l'objectif REPOST, est-ce qu'il n'y en aurait pas quelques-uns, moyennant les évolutions technologiques actuelles, moyennant les évolutions technologiques qui permettent de limiter, voire réduire, voire annuler certains impacts, d'en repêcher certains, de le remettre à goût du jour et de les adapter aux contraintes et aux exigences actuelles. Il y a des parcs qui ont été refusés récemment avec les dernières évolutions, donc ça va être probablement assez dur de revenir dessus, mais d'autres refusés il y a une dizaine d'années, peut-être dans des secteurs qui s'y prêtent très bien. Ça ne fera pas un gros objectif, mais ça pourrait être pertinent de regarder et de remettre au goût du jour des projets, et de les adapter vraiment aux contraintes d'aujourd'hui. Et ça, c'est tous les projets refusés depuis 20 ans, enfin, depuis que la base de données existe. Donc on voit surtout... En conclusion, donc, il va manquer, avec ce qui est installé aujourd'hui, ce qui est en instruction, à peu près, hein, c'est des chiffres à prendre avec une tilde, à peu près, il va manquer à peu près 3000 MW pour l'objectif REPOST, donc dans 30 ans. Et notre avis est qu'il va falloir agir non pas sur une de ces thématiques, mais probablement sur les 4, pour que chacune puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et encore une fois, ça se fera avec les territoires, avec les services de l'État et ensemble. Sinon, on n'y arrivera pas. Je te repasse la main un peu, ou 30 secondes. Rapidement, Frédéric l'a déjà dit, il y a un travail à faire en partenariat effectivement avec les collectivités. C'est déjà le cas. Je tiens à souligner qu'on n'est effectivement pas face aux mairies, aux conseils municipaux. On est main dans la main avec eux. On n'est pas les grands méchants opérateurs éoliens, même si je suis en costume aujourd'hui. On se tutoie parfois, on s'envoie des SMS, on se faisait la bise quand c'était possible. Et on travaille pour faire un parc éolien globalement 10 ans ensemble. Et donc je peux vous dire qu'il y a des relations amicales, ou en tout cas de respect, de confiance mutuelle qui se nouent. Et nous avons tout le message de transparence qui est nécessaire d'avoir pour que ce soit le cas. Vis-à-vis des enjeux, effectivement, Frédéric l'a souligné, on se heurte globalement à un accroissement des contraintes, avec une impression qu'il est de plus en plus compliqué du point de vue de la lecture de l'administration de concilier les enjeux qui sont de plus en plus importants et que nous nous efforçons d'intégrer le plus en amont possible et le plus profondément possible dans nos études d'impact, et qu'il est nécessaire effectivement de concerter avec l'État sur les documents de planification le plus profondément possible, le plus en amont possible, avec une vision dynamique du paysage, puisque le paysage est dynamique, il va évoluer du fait du dérèglement climatique. Et même si nos flashlights peuvent déranger le souvenir des feux cathares du XIIe siècle, j'espère que ces cathares ne se retourneront pas dans leur tombe s'ils voient ces flashlights depuis là-haut. On voulait terminer sur une note positive, voire même un peu humoristique, et revenir en fait à la base. Le sens, c'était l'objet de l'introduction d'Yvan, on est dans une démarche qui n'est pas globale de chercher à développer l'éolien. On est dans une démarche de lutter contre le dérèglement climatique. L'éolien n'étant qu'une petite partie de la solution qui, vous le savez tous, est multiple. L'énergie éolienne en tout cas. On voulait rappeler certaines évidences.
D'une part que l'éolien est nécessaire, les différents scénarios français montrent que c'est l'éolien et le photovoltaïque vont représenter vont être l'énergie renouvelable de masse qui va devoir se développer. Les autres énergies renouvelables vont bien sûr être présentes et complémentaires, mais si on veut atteindre les objectifs neutralité carbone, bas carbone, etc. en 2050 et autres, ce sera ces deux énergies renouvelables qu'il faudra développer en masse. Donc avoir en tête que c'est nécessaire mais temporaire. Et là, c'est un raisonnement qu'il faut que l'on ait. On ne raisonne pas pour nous aujourd'hui. Alors certes, il faut intégrer le présent, donc les impacts qu'on peut avoir aujourd'hui et dans les années à venir, mais aussi des impacts positifs, pour le coup, que l'on doit avoir à l'avenir. Et donc ça rejoint le deuxième point qui est ça doit pouvoir être présent et assimilable dans notre environnement. Environnement au sens patrimoine, au sens biodiversité, au sens aussi de cadre de vie. Donc comment on vit avec ces paysages, etc. Et rappeler que c'est 100% réversible. Donc c'est ça où la temporalité pour moi est importante, c'est qu'il faut se projeter, c'est pas pour nous. Donc certes, je comprends qu'on puisse être gêné, impacté pour différentes raisons, notamment à titre personnel, pour ses intérêts personnels, parce qu'on va le voir depuis chez soi, etc. Mais en fait, on ne travaille pas pour nous. On pourrait parler d'emprunt pour reprendre le proverbe ou la maxime de Saint-Exupéry, mais on travaille pour que d'autres après nous, donc ça va être nos enfants, petits-enfants, puissent bénéficier d'un climat moins invivable, etc., etc. Et surtout, ils auront le bouton pour arrêter, pour ne plus le faire là, mais le faire là, l'éolien, ou ne plus le faire là, ou le faire différemment, etc. C'est réversible. On a parlé de recyclage, mais un parc éolien, c'est réversible et non là. Et puis, il a été évoqué l'aménagement. L'aménagement, effectivement, ça touche beaucoup à l'aspect social. Moi, on pense que ça passe aussi par encore beaucoup d'informations et d'éducation. En fait, donner du sens à tout ça. Donner du sens, ce n'est pas l'éolien qui a du sens, mais c'est l'éolien dans un territoire, l'éolien dans un bassin économique, etc. Et ça rejoint, je pense que ça, c'est à faire ensemble aussi. Ce n'est pas à la filière éolienne de faire que de l'éducation, ça passe aussi par les élus, par les associations. Je pense à CEMATER, voilà, par exemple. Et après, il y a aussi une notion d'assumer. Aujourd'hui, on consomme, mais la grande majorité de notre production d'énergie provient de l'extérieur. En fait, on importe notre énergie, pas forcément électrique, mais pour le coup, si, parce que le combustible est extérieur, que ce soit le nucléaire, le gaz, le pétrole, etc. Et là, pour le coup, les règles qui régissent l'impact de ces énergies au Gabon, au Moyen-Orient, au Niger, etc., personne ne les suit ici. Et j'ai cherché avec mes experts. En fait, on est en incapacité de calculer, de comparer l'impact de l'éolien, l'impact positif et l'impact négatif qu'il pourrait avoir, avec l'impact que l'on a avec notre consommation actuelle sur la faune, sur le paysage, etc. En fait, c'est un peu facile parce que c'est chez les autres, donc on en a un petit peu rien à foutre. Si on pollue chez les autres, nous, on va un peu polluer en produisant du CO2 à travers nos moteurs et autres, et donc, assumer notre consommation d'énergie, ça veut dire aussi assumer la façon dont on va la produire. Et pour le coup, je trouve qu'être en France, avec la réglementation que l'on a, on est en capacité d'accueillir ces énergies renouvelables, notamment l'éolien, et du mieux possible, et de limiter les impacts que l'on peut avoir d'un point de vue global. Donc d'avoir un circuit, une boucle fermée. On consomme et on produit, et on est dans une boucle fermée parce qu'on maîtrise tous les impacts liés à notre consommation d'énergie finalement. Et le dernier point, c'est que c'est un constat, c'est davantage accepté par les générations à venir. Ça tombe bien parce que c'est pour eux, c'est pour nous qui allons vieillir, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants qu'on fait un peu ça aussi, préserver la planète. Et on voulait terminer sur cet aspect temporel, se projeter aussi vers l'avenir. Et puis un sondage récent qui date de début d'année, qui pose la question, est-ce que vous accepteriez de voir un projet des productions d'énergie à proximité de chez vous ? Donc là, il a été réduit sur 3 types d'énergie, donc solaire 83%, éolien 68%, nucléaire 28%. Si on prend le gaz, c'est peu ou prou c'est légèrement supérieur suivant les sondages au nucléaire. Le charbon encore un peu moins, etc. etc. La partie sur laquelle le focus est intéressant, c'est que plus vous êtes jeune, plus l'acceptation d'un parc éolien à proximité est forte. On le voit, les 35-49, c'est 75%, et les 18-34, 80%. Donc là, on a imaginé une 5e solution, en fait. Alors, il faut le prendre avec humour, hein, c'est pas au premier degré, sinon ça va pas bien passer dans la salle, mais qu'on appellerait OK Boomers, et donc peut-être de laisser la place aux jeunes qui peut-être sont les mieux placés
choisir leur avenir et prendre les bonnes décisions, en tout cas en ce qui concerne l'éolien. Merci à vous. Bien. Après ces échanges riches et très intéressants, d'abord merci à l'ensemble de nos intervenants pour la qualité de ces échanges. 2 ou 3 petites réactions. Je pense que le maître mot, on l'a compris, c'est il faut faire ensemble. Et que finalement, un développeur dans son coin ou des développeurs dans leur coin ne vont pas arriver à faire avancer le SMIC tout seul. Et ça fait quelques années qu'on pousse effectivement pour qu'on soit associé à l'ensemble des démarches qui peuvent se passer au niveau régional et qu'on soit associé et qu'on associe les territoires évidemment et les élus sur ces enjeux-là. Petit rebond juste sur les histoires de pédagogie, d'appropriation par le grand public. On a lancé il y a 6-8 mois un groupe de travail spécifique sur la mise en œuvre d'une vitrine pédagogique des énergies renouvelables qu'on souhaite créer sur Gignac, côté de Montpellier. L'idée, c'est que la régie de Gignac exploite aujourd'hui un barrage hydroélectrique. Et sur ce barrage-là, l'idée, c'est qu'il y a aussi une ancienne maison du département qu'on pourrait travailler sur les enjeux isolation, rénovation, bois et autres sujets, et venir mettre à cet endroit-là un peu de solaire, une petite éolienne et tout autre moyen de production qu'on pourrait, qui permettrait surtout d'illustrer finalement d'où viennent nos kilowattheures et comment on fait pour que les gens se les approprient. L'idée étant que ce soit visité par des écoles, par le grand public et qu'on soit vraiment dans cette démarche d'appropriation par le grand public de ce sujet énergie, qui effectivement est un sujet où finalement l'État, depuis toujours, c'est le sujet d'EDF et puis point final, appuyer sur le bouton et c'est réglé. Donc c'est vrai que c'est compliqué à faire comprendre. Un grand merci à Delphine qui s'est prêtée à un exercice qui n'est pas simple et donc je pense qu'on peut l'applaudir parce que animer c'est quand même... Merci beaucoup. Merci. Un petit remerciement, les plantes qui décorent magnifiquement sont de la pépinière Arcadie juste à côté, qui nous les ont gracieusement prêtées, donc merci à eux. Et puis un petit mot un petit peu moins joyeux, je ne vais pas pouvoir finir sans une pensée pour Michel Maïc, qui donc a été un artisan infatigable du développement de Lézignan-Corbière et du Lézignanais, et donc qui est décédé récemment. Et c'est une grande figure de la vie lézignanaise et du rugby à 13 qui nous a quittés. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un petit mot autour de ça et de s'associer à la peine de tout le monde. Je vous invite à passer au buffet. Merci beaucoup de la richesse de vos questions, de vos réactions et de votre présence autour de cette première en public et en présentiel depuis longtemps. Merci beaucoup.